Bonjour à tous pour cette conférence sur l'Éthiopie, qui est une des dernières conférences de la journée sur la plateforme des rencontres Africa. Éthiopie, qui est un sujet qui, vous allez voir, est assez intéressant parce qu'on en parle quand même beaucoup dans l'actualité et je pense qu'il y avait besoin un peu de décryptage. Et donc, pour ce décryptage, je vous présente deux acteurs majeurs de l'Éthiopie. Thibault Le Sueur, qui est le président du comité des conseillers du commerce extérieur de la France ici en Éthiopie et qui, par ailleurs, c'est chez Total, il nous le dira. Et Olivier Poujade, qui est opérateur privé du commerce international et qui est le délégué pays de l'OSCI et qui est chez East Africa Gates, qui est son entreprise. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté de participer à cette session. Thibault, je vais commencer par vous. Euh, alors, on parle beaucoup de l'Éthiopie dans l'actualité. Alors, parfois, pas tout à fait en bien. Un petit décryptage quand même de la situation en Éthiopie qui me semble assez complexe. Bonjour, bonjour à tous. Alors, effectivement, depuis 15 jours, une crise majeure, hein, même une crise armée, militaire, avec des opérations de l'armée fédérale au nord du pays, qui fait suite à une dégradation du fédéralisme en Éthiopie depuis plusieurs années. On est quand même là sur un point de non-retour, hein, sur le nord du pays avec les forces tigrènes. Certains observateurs pensent que l'option militaire, donc, qui a été retenue par le Premier ministre, devrait aboutir assez vite, mais il restera quand même une question sur les équilibres entre les forces régionales ethniques et le pouvoir fédéral central. Donc, la question est ouverte, en fait, hein, sur la gouvernance du pays. Un grand pays, hein, l'Éthiopie, c'est plus de 110 millions d'habitants, avec une forte croissance de la population et avec une histoire assez singulière, avec des ethnies, des religions. Et cet amalgame, en fait, hein, qui a été tenu de main de maître pendant plusieurs années par des leaders forts, aujourd'hui est en question. Voilà, donc à observer. Nous-mêmes, d'ailleurs, pour tout vous dire, on n'a pas trop d'informations puisqu'il y a un blackout complet de ce qui se passe au Tigré. Donc, on a quelques informations et on est assez prudent sur ce que l'on peut dire aujourd'hui. D'accord. Il y a un nouveau Premier ministre. Alors, à l'aune de l'opérateur économique que vous êtes, vous en pensez quoi Il avait l'air quand même plutôt dynamique, ce Premier ministre, plutôt plus jeune, non? Oui, alors, le Premier ministre actuel, hein, la fédération, hein, éthiopienne, et le chef d'État est une présidente, mais celui qui a vraiment le pouvoir opérationnel, c'est le Premier ministre avec son gouvernement. Il n'a pas été élu, hein, pour l'instant, il a été nommé, donc il y a une recherche de légitimité au travers d'élections, et c'est justement ce retard d'élection qui a été un des facteurs de cette crise aujourd'hui dont on parlait avant. Alors, le Premier ministre, oui, c'est un profil assez intéressant parce que c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui veut ouvrir l'Éthiopie plus sur le monde extérieur et notamment sur la partie occidentale, hein. C'est quelqu'un qui a pas mal d'idées, notamment sur les nouvelles technologies, sur une croissance un petit peu plus vertueuse de l'Éthiopie. Donc, il est arrivé avec ces idées-là d'un point de vue économique, au-delà de toutes les idées de changement politique. Et il a été, comme on le sait tous, il a été donc nommé prix Nobel de la paix en décembre dernier. Donc, tout le monde a porté beaucoup d'espoir. Et c'est sur ses épaules que repose l'équation là, politique, fédérale et ethnique de l'Éthiopie. Et c'est quand même pour quelqu'un qui doit avoir 38 ans, quand même beaucoup de responsabilités. Il y avait beaucoup d'espoir qui était nourri autour de lui. Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que c'est l'option, la seule option aujourd'hui crédible, hein, pour gouverner ce grand pays. Et il reste donc à faire ce mouvement politique d'ensemble, hein. Et de là, je pense, de cette légitimité politique et d'une stabilité, on peut retrouver un chemin de développement économique, de croissance et structuré. Alors Thibault, vous présidez les conseillers du commerce extérieur de la France sur place. Peut-être tout petit rappel par rapport à qui sont les CCE peut-être en Éthiopie et puis en général sur le mandat CCE. Ouais, alors les conseillers du commerce extérieur de la France. Donc ici, on est
une douzaine de personnes, hein, à peu près, qui représentent des secteurs assez variés, hein, c'est l'idée. Notre rôle, bon, il donne de l'information aux autorités françaises, hein, ici présentes. Donc, il y a un binôme qui s'inscrit dans la durée avec le service économique et l'ambassade de France. Il y a un rôle hein, de promotion de l'Éthiopie en France et de la France en Éthiopie. On a un rôle spécifique aussi à ce titre d'accueil des VIE sous différentes formes d'ailleurs. Et puis, nous, ça nous donne l'opportunité, entre ces 12 conseillers, de creuser certains sujets. Et voilà, donc c'est un service, en fait, hein. On est au service de la cause. Et ça nous donne, en fait, pas mal d'échanges et de visions partagées sur certains sujets ou sur la situation globale du pays. Alors, comment est vue la France, d'ailleurs, à votre avis, en Éthiopie? C'est quoi l'image de la France en Éthiopie? Alors, est-ce que la France a même une image en Éthiopie? Alors, il y a une relation unique, hein, une relation qui date du début du siècle dernier, une relation d'ailleurs qui s'est inscrite avec le ferroviaire, hein, l'histoire du train entre Djibouti et Addis Abeba, qui avait été fait avec les Français. Donc, il y a vraiment cette relation unique et qu'on ne va pas retrouver dans d'autres pays d'Afrique, à savoir que là, pour le coup, les Français n'ont pas colonisé, n'ont pas été présents ici militairement, plutôt d'ailleurs été présents en termes d'aide, soit d'aide militaire, tactique ou soit diplomatique. Donc il y a plutôt un fond d'image quand même très favorable. Il y a, alors là c'est complètement différent, mais très récemment une relation d'amitié qui s'est nouée entre les deux chefs d'État qui ont à peu près les mêmes âges. Donc je pourrais dire, Ah oui, voilà. Macron n'arrête pas de parler d'Éthiopie, hein. C'est incroyable. Pardon? Macron n'arrête pas de parler d'Éthiopie. Pour lui, vraiment. Ouais. Bon, après, vu de France, en termes de présence française sur l'Afrique, c'est vrai que l'Éthiopie est un territoire d'opportunité. C'est un grand territoire, une population jeune, croissant, assez dynamique, croissant. Donc c'est vrai que c'est un territoire d'opportunité. Donc ne pas parler d'Éthiopie, ce serait un manque. C'est aussi gage de stabilité sur la Corne de l'Afrique. Donc c'est un pays auquel beaucoup de pays occidentaux croient comme effectivement un vecteur de stabilité, de croissance et de sécurité aussi, hein. Il faut savoir que l'Éthiopie est l'un des pays, si ce n'est pas le pays, je ne sais plus, qui fournit le plus de soldats pour la paix en Afrique, hein. Ah oui. Alors, dans les principaux secteurs sur lesquels nous sommes présents, nous Français en Éthiopie, c'est quoi là? En préparant, vous disiez bon, bah, notamment l'agroalimentaire, ou je vais dire la filière agro, au sens général du terme, parce que je crois qu'il y a Castel qui est implanté, c'est ça? Ouais. Alors, en fait, quand on regarde un peu la présence française, c'est à peu près 60 sociétés. C'est une présence, alors la présence la plus ancienne qui reste, parce que je pense qu'il y a des entreprises qui ont dû partir, mais la présence la plus ancienne, c'est celle de Total, donc qui date du temps de l'empereur, hein, vers les années 50. La présence aujourd'hui, enfin en termes de secteur, la plus importante, ça va être l'agroalimentaire et notamment bon, les brasseries et Castel, qui est une présence majeure, hein, ça doit représenter 80% de l'emploi français en Éthiopie. Ah oui. Puis après, on peut quand même noter plus récemment, enfin, et c'est assez récent, donc il y a pas mal de secteurs là qui se sont ouverts, et donc il y a des investisseurs français, des grands groupes qui sont arrivés. On peut dire donc depuis l'an dernier Canal+, qui s'installe, Meridiam, qui est un fonds d'investissement sur des énergies nouvelles ou de l'infrastructure, Bolloré sur une JV, Bolloré CMA CGM sur des joint ventures dans la logistique. Et là, très récemment, Thales. Donc, on voit quand même une dynamique récente, notamment de grands groupes, qui viennent profiter des nouvelles pages d'ouverture, en fait, qui s'ouvrent en Éthiopie. Donc, c'est des ouvertures sectorielles, et on pourra peut-être en reparler, peut-être Olivier pourra présenter ça par la suite. Alors, en préparant, on me disiez, bon, c'est quand même un pays qui est assez complexe quand même, donc qui est difficile, dans lequel il faut travailler sur le temps long. Euh,
Pourquoi? Parce que la législation est compliquée, parce que le pays est compliqué, parce que qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, alors souvent, les gens qui sont dans des pays, chez nous d'ailleurs, les expatriés disent toujours que c'est le pays le plus compliqué. Donc, bon, ça doit pouvoir se relativiser, je ne sais pas. Ce que l'on dit aujourd'hui quand on accueille des gens qui réfléchissent à l'Éthiopie, c'est la notion d'avoir des reins solides. Alors, qu'est-ce que ce serait d'avoir les reins solides pour une entreprise qui viendrait en Éthiopie? Ce à quoi il faut s'attendre, c'est effectivement une relation au temps. Donc, je pense que c'est difficile de venir ici pour faire un coup. Faut s'inscrire et donc les fameux 3 P hein, de présence, persévérance et patience, c'est tout à fait ce qu'il faut faire en Éthiopie. Le deuxième point, je pense qu'il faut aussi que l'entreprise elle ait déjà eu une expérience avérée dans un pays compliqué, un pays de croissance, à revenus très modérés. Voilà, c'est des environnements quand même qui sont assez ardus. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. On n'est pas dans un système où les canaux électroniques fonctionnent, on est beaucoup papier, il y a beaucoup de l'administratif. Voilà, on est dans ce contexte. Je pense aussi qu'il faut surfer, moi je dis souvent qu'il faut surfer la bonne vague en Éthiopie. Il y a des secteurs qui sont plus durs que d'autres. Et la bonne vague en Éthiopie, c'est celle qui porte le plus de valeur pour les Éthiopiens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené beaucoup de valeur pour les Éthiopiens? Ben, c'est les sortir de l'ornière des difficultés d'accès aux devises. Donc si on est exportateur, c'est déjà beaucoup mieux que si on est un importateur. Il y a des secteurs qui ont été inscrits à la feuille de route de croissance économique. Je pense que être sur ces secteurs-là aussi, c'est bien. Créateur de valeur, c'est aussi créateur d'emplois. C'est un pays, il y a 2 millions, un peu plus de 2 millions de personnes en plus par an. Donc, il faut créer de l'emploi, si possible de l'emploi rural. Donc, quand on regarde ça, effectivement, l'agriculture, par exemple, ça va être un des secteurs qui fait sens. Et s'il fait sens pour les Éthiopiens, mais on aura d'autant plus de facilité pour investir. Après, c'est pas acquis, mais c'est déjà beaucoup mieux que d'être dans un modèle qui serait inverse. Total, vous exploitez du pétrole en Éthiopie? Non, nous, on fait que de la distribution. Donc, nous, on est justement dans le modèle qui coûte du dollar. Donc, ça, c'est un modèle qui donc, est plus exigeant, plus complexe que celui qui serait effectivement de ramener des dollars. Donc, l'exportateur, il y a pas mal de sociétés, notamment dans l'horticulture, floriculture, qui là sont dans le bon modèle. Bon, ceci dit, en étant dans le bon modèle, il y a quand même des difficultés. La première difficulté, ça va être, à mon avis, le foncier. Le foncier en Éthiopie est excessivement compliqué. La deuxième difficulté, ça va être la réglementation, entre une réglementation fédérale, une réglementation régionale, voire locale. On peut avoir des difficultés majeures avec les municipalités, par exemple. Voilà, donc bien qu'on soit dans un bon business model, qui soit porteur de valeurs et de toutes les valeurs qu'on a exprimées, il y aura quand même des difficultés. Donc, il faut savoir, faut anticiper ça, et puis après, il va falloir pouvoir les gérer, ces difficultés. Et pour finir, dans votre quotidien, Thibault, le management des ressources humaines en Éthiopie, ça se passe comment? Bah, alors, pour nous, Total, c'est un peu spécifique parce que c'est une très longue histoire. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment se comparer. Nous, on a même pas mal d'expatriés éthiopiens dans le groupe. Moi, ce que je dirais, ce que j'ai remarqué, moi j'ai fait quelques pays avant en Afrique et ailleurs d'ailleurs, je pense que le niveau de compétences techniques est assez bon. Euh, Nous, on a très très peu d'expatriés, on n'est que 2 sur l'ensemble de la société. Et on bénéficie de ce niveau universitaire d'ingénieur plutôt bon. Les gens chez nous sont assez fidèles. Donc, on a des carrières longues hein, tous les ans. Moi, j'ai petite dizaine de personnes qui ont plus de 35 ans de maison. Ah Voilà. oui. Donc, après, on a cette capacité aussi dans l'équipe à se former. Et les gens sont très intéressés d'ailleurs pour acquérir de nouvelles compétences. Il y a une certaine curiosité. Donc, voilà. Je pense que les deux points sur lesquels aujourd'hui
Bon, il y a des compétences qu'on n'a pas parce que le marché n'existe pas et c'est logique. Donc, des compétences, et là, je vais parler de tout ce qui est Internet et digital. C'est un marché qui est excessivement réduit aujourd'hui. Donc, on n'a pas les mêmes compétences qu'on pourrait avoir au Kenya, mais ça va venir. Je pense que l'ouverture des télécoms va amener un écosystème digital. Et puis aussi une compétence financière, parce que le marché financier, le marché bancaire en Éthiopie est finalement assez obsolète. Donc là, c'est des compétences qu'on pourrait aller chercher. Nous, on travaille beaucoup avec les gens du groupe. Voilà. Mais moi, je suis très satisfait de mes équipes, hein. Ben, c'est une bonne chose parce que parfois on dit toujours qu'il n'y a pas forcément la compétence dans un certain nombre de pays d'Afrique. Donc là, visiblement, il y a, c'est bien. Par contre, effectivement, je pense que c'est presque général à l'Afrique sur le foncier. Vraiment, je pense que partout, il y a des progrès à faire pratiquement dans tous les pays d'Afrique. Merci, vous pouvez bien sûr réintervenir, Thibaut, comme vous le souhaitez. Je vais me tourner vers Olivier. Alors, c'est vrai qu'Olivier, j'entends sans arrêt parler de ce problème d'accès aux devises, de système bancaire qui va mal. Dans le business au quotidien, enfin, qu'est-ce que vous partagez est-ce que vous partagez les mêmes conclusions que Thibaut, Olivier, ou est-ce que vous différez dans votre jugement? Et bonjour à tous, merci pour cette question. Oui, je partage beaucoup de points avec Thibaut. Nous, on accompagne pas mal d'investisseurs sur le terrain, donc on est confronté aux problématiques sur tous ces secteurs-là. Le secteur bancaire est vraiment une problématique qu'on retrouve, une problématique transversale, hein, puisque beaucoup d'investisseurs ne viennent pas obligatoirement pour réexporter, mais viennent pour vraiment développer des activités qui vont bénéficier en fait de la croissance locale. Ce système bancaire, et Thibaut l'a qualifié d'archaïque, c'est vrai qu'il est en ce sens-là qu'il n'est pas connecté au système international, donc on est obligé de passer par des banques intermédiaires qui sont soit en Allemagne, soit aux États-Unis en général pour les transactions en Éthiopie. Et ce système est dans un goulet d'étranglement qui est fait pour contrôler en fait l'utilisation de la devise étrangère. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un système où la devise étrangère est limitée de par la balance commerciale éthiopienne qui est extrêmement déficitaire, ce qui est le cas de beaucoup de pays en forte croissance et en train de développer leur industrie. Et donc, du coup, pour pouvoir allouer de la manière la plus, on va dire, bénéficiaire pour le pays, en tout cas du point de vue du gouvernement, on passe par des systèmes d'allocation de devises au travers de l'aide de crédit principalement avec des secteurs prioritaires. Bien sûr, il y a des exceptions, les royalties, les services techniques et autres choses qui peuvent passer en paiement invisible, mais il y a un vrai goulet d'étranglement où il y a une concurrence pour les secteurs prioritaires pour obtenir ces devises-là. Et si vous n'êtes pas dans le secteur prioritaire, c'est encore plus compliqué. Donc, effectivement, là-dessus, on a un vrai challenge. Ok, si, une chose qu'on n'a pas parlé avec Thibaut, c'est qu'on aurait peut-être pu évoquer, c'est le côté infrastructure. Euh, les infrastructures en Éthiopie, au niveau notamment transport, tout est tout bien structuré ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Alors, c'est un grand pays, hein. On est sur un pays qui fait 2 fois la taille de la France, donc automatiquement, c'est un pays qui a besoin d'énormément d'infrastructures. Alors, comme le système bancaire, on n'a pas parlé du fait que le gouvernement était quand même en train d'essayer de changer ça, avec un engagement auprès du FMI pour flotter la devise, pour flotter donc le taux de change sous 3 ans et un changement des billets et autres choses qui sont mises en œuvre pour essayer de fermer un peu l'écart entre le marché noir et la devise officielle. Mais pour les infrastructures, c'est un peu pareil. Il y a un effort qui est fait sur différents niveaux, notamment il y a clairement sur l'aéroportuaire, puisque l'aéroport d'Addis Abeba vient d'être étendu à une capacité de 22 millions de passagers, ce qui en fait un des plus gros aéroports au monde, même qui a pris devant Dubaï le rôle de hub africain sur cette zone-là. On a clairement un challenge sur tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, puisqu'actuellement l'Éthiopie étant ce qu'on appelle un landlocked country, c'est-à-dire un pays qui n'a pas d'accès maritime direct depuis sa scission avec l'Érythrée. On a une tête d'épingle qui s'appelle Djibouti et qui alimente l'Éthiopie à plus de 90%. Donc du coup, on a un millier de camions jour, même peut-être beaucoup plus, qui passent sur une route.
L'Éthiopie, là encore, essaye de diversifier les accès maritimes portuaires. On a quand même pas mal de ports sur la zone. La réconciliation, enfin la fin du statu quo avec l'Érythrée va nous permettre aussi potentiellement d'accéder à des ports intéressants comme Massawa, qui est déjà un port pas très gros, mais de bonne infrastructure, ou Assab, qui est en eau profonde. Il y a des accords qui ont été faits avec Berbera en Somaliland, avec le Soudan, avec Port Soudan, et du côté beaucoup plus loin, mais du côté du Kenya, on a Mombasa aussi avec des routes qui ont été faites. Donc, il y a un vrai tentative de développement et de multiplication des accès. Et finalement, sur la télécom, sur tout ce qui est télécommunication, comme le mentionnait aussi Thibaut, il y a la privatisation partielle de Ethio Telecom, le grand géant monopole d'État, et l'ouverture à 2 nouvelles licences. Donc, ça veut dire quoi, que le marché des télécoms va beaucoup bouger? Ça veut dire que le marché des télécoms est en pleine effervescence, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est un des marchés les plus attractifs du continent en termes de volume et de croissance. On a à peu près 50 millions d'abonnés chez Ethio Telecom avec 24 millions de gens qui sont sur la data. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez copieux avec des croissances assez rapides. Et cela attire bien sûr les convoitises. Le gouvernement s'est mis en fait avec la Banque mondiale et le FMI encore une fois pour ouvrir ce marché-là, avec une volonté d'ouvrir à 40% Ethio Telecom et de donner 2 nouvelles licences supplémentaires pour un total qu'ils espèrent atteindre 3 milliards de dollars de revenus sur ces licences-là. C'est très ambitieux et peut-être qu'avec le contexte actuel, ça sera peut-être revu. Mais voilà, c'est une vraie volonté du gouvernement d'ouvrir ça et de faire un modèle de privatisation partielle et d'ouverture du secteur. Ils ont créé une commission spécifique pour les télécoms, une autorité de régulation. Ça a attiré des conseillers tels que Ernst Young et Collegio sur les parties techniques et financières. Et on a 12 opérateurs qui sont intéressés, dont Orange, bien sûr, mais aussi Etisalat du côté émirati, MTN, Vodacom. Donc, on a vraiment des intérêts. C'est vraiment assez excitant ce qui se passe sur ce marché-là. Et puis, ça attire bien sûr toute l'infrastructure derrière, les technologies, les sociétés qui veulent implanter les infrastructures comme telles que les tours, etc. Donc, c'est vraiment un marché qui est en train de bouger l'Éthiopie et nous amener peut-être sur la nouvelle, peut-être nous tirer peut-être le bancaire et nous tirer d'autres secteurs aussi. Thibaut parlait il y a quelques minutes d'un autre secteur qui était l'agriculture et l'agroalimentaire. Olivier, vous voyez les choses de la même façon? Là, c'est secteur prioritaire aussi, il me semble, ça doit être forcément prioritaire, je pense, dans le plan éthiopien. Surtout que l'Éthiopie est un gros pays agricole déjà, hein. Tout à fait, malgré les images des années 80 qui ont beaucoup terni en fait l'image de ce grand pays agricole, c'est un pays qui a, avec 110 millions d'habitants, donc déjà qui doit se mettre à niveau en termes de subvenir aux besoins de sa population. Mais on a quand même 180 000 kilomètres carrés de terres arables qui sont exploitées, ce qui en fait le 20e pays au monde dans cette donnée-là. On a le premier cheptel d'Afrique, le 9e au monde. Donc, on est quand même sur un pays qui est très agricole. Alors, je ne vous parle pas de grandes exploitations de milliers d'hectares comme on aurait peut-être au Brésil. Je vous parle bien sûr de beaucoup de petites exploitations familiales, puisque ce secteur emploie plus de 70% de la population, contribue plus de 30% au PIB annuel et représente encore 74% des exports. Donc, on parle d'un secteur qui est majeur pour nourrir sa population, mais aussi pour maintenir, en tout cas au niveau où elle est assez faible, mais qui se développe, la balance commerciale. Les principaux secteurs, si on peut parler un peu de l'agriculture, rentrer un peu plus dans le grain, on a bien sûr le café arabica qui est né en Éthiopie, qui est une des grandes fiertés du pays, à juste titre. Le bétail, comme je vous le précisais, l'Éthiopie a depuis des millénaires alimenté la péninsule arabique avec du bétail sur pattes. Maintenant, ils essayent de se développer, bien sûr, sur la transformation. On a tout ce qui est graines oléagineuses, les fruits, les légumes, les fleurs. On a dépassé le Kenya en termes de niveau de production de fleurs, dont des fleurs d'altitude de très haute qualité. Donc, on a tout ça.
Et ça donne des opportunités assez intéressantes pour les investisseurs puisqu'il y a des choses comme il y a des produits comme la canne à sucre qui est très développée avec de la transformation sucrière qui permet de faire de la mélasse aussi, qui permet de regarder tout ce qui est biofuel. On a bien sûr toute la transformation de viande, l'alimentaire pour les animaux. On a plein de choses qui se développent. On reste quand même sur des bases très très faibles en termes de consommation locale puisqu'on est à peu près à 10 kilos par an de consommation de viande, une trentaine de kilos par an de consommation de produits laitiers. Donc on voit la marge de croissance qu'il y a et donc les opportunités aussi de s'occuper du marché local en termes de débouchés. Ce qui veut dire qu'on est quand même très très loin d'une classe moyenne, quoi, en fait, en Éthiopie, quoi. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un effet de masse, hein. C'est-à-dire que si on compare l'Éthiopie à d'autres pays africains de petite taille, on va dire, on a quand même entre 1 et 1,5 million de personnes qui sont dans la classe moyenne. Et ma classe moyenne, telle qu'on la calcule, c'est pas la classe moyenne de la Banque africaine de développement à $1 par jour. Je vous parle de gens qui font près de 500 euros par mois. Et donc, ils sont capables d'aller au restaurant, de consommer. Donc, on parle quand même de 1 million, 1,5 million de personnes, dont une majorité sont à Addis Abeba. Donc, c'est pas anodin. Maintenant, vous avez derrière plus de 100 millions de personnes qu'il faut effectivement sortir d'un certain niveau de développement actuel et les amener avec ce que le gouvernement a comme donc objectif très ambitieux de pays à revenus moyens dans les. Alors, on était sur 2025, on sera sûrement sur 2030, 2035 en objectif maintenant. Mais il y a cette volonté d'amener ce pays en l'industrialisant, de l'amener à un niveau de revenus moyens pour tous les habitants. Est-ce que, alors, je vous pose la question à tous les deux, je ne sais pas qui va répondre, est-ce que vous pensez que le gouvernement a aujourd'hui les moyens de ses ambitions et est-ce que la crise Covid n'a pas asséché les moyens d'Éthiopie? D'ailleurs, si crise Covid a eu lieu véritablement d'ailleurs en Éthiopie. Thibaut, peut-être? Moi, je pense que bon, il y a quelques pays en Afrique qui ont vraiment subi la crise Covid, comme on peut le comprendre en Europe, mais l'Éthiopie passe largement au travers de cette problématique. D'ailleurs, petite anecdote, en Addis, les gens portent tous le masque depuis très longtemps. Donc il y a aussi une certaine, enfin, ils ont fait preuve d'une certaine discipline, bien qu'ils avaient des moyens limités. Et c'est peut-être aussi les forces de ce pays, c'est voilà, quand l'ensemble de la population est mobilisée, quand il y a une vraie compréhension, le pays peut effectivement se discipliner, s'organiser. Bon, après, moi, je pense que ce que dit Olivier, là, il y a évidemment du potentiel. Je vais parler de deux choses. Il faut faire attention quand même quand on compare. Ici, on part de très, très loin. Je pense qu'on sait même pas on part de plus loin que la moyenne africaine. Il y a une extrême pauvreté. On est sur les exploitations agricoles dont on parle, c'est le Moyen Âge. Ouais. D'accord. C'est encore des paysans au sens traditionnel du terme, quoi. Voilà, exactement. Alors, ils vivent dans une case à plusieurs, etc. On est là sur une grande majorité de la population, donc évidemment, ça va prendre du temps. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même des problématiques très, très fortes. Il y a une problématique d'un pays isolé, qui n'a pas d'ouverture sur la mer, avec un corridor qui est excessivement cher. Donc, c'est loin déjà, mais aussi, c'est pas ouvert à la concurrence. Donc, il y a quand même des changements structurels à obtenir avant que on arrive à quelque chose de plus kényan, voilà, plus marchand. Moi, je pense que ça, quand même, donc il y a un potentiel, et effectivement, l'un des potentiels, c'est la résilience de ce pays. Le Covid est passé, et, enfin, en tout cas, cette première vague, et le pays a très bien résisté. Alors, beaucoup d'étrangers, d'ailleurs, sont partis parce qu'ils en ont eu peur. Et en fait, c'est plutôt bien géré. Alors, on a tous remercié, Ethiopian. On a tous remercié Ethiopian Airlines pendant la crise Covid, qui a été le seul à voler en Afrique. Alors les autres, ça, c'est une belle preuve de résilience. Tiens, voilà. Ouais. Si on veut un exemple d'une capacité d'adaptation, bon, Ethiopian Airlines étant un animal assez rare dans le paysage éthiopien. Donc, c'est l'exception qui va confirmer toutes les autres. Mais ouais, il y a quand même bon, la route va être quand même assez longue avant d'arriver à une économie émergente.
Une réaction, Olivier? C'est un pays de marathoniens, donc effectivement, la route va être longue, mais ils sont tout à fait armés pour mener à bout tout ça. Petit point sur le Covid, effectivement, je pense qu'on parlait un peu plus tôt de la balance commerciale qui est pas équilibrée du tout. Je pense qu'il y a un gros marché intérieur et que le niveau industriel est plutôt tourné vers ce marché intérieur-là. Donc automatiquement, l'impact du Covid sur le plan commercial, puisque quand on a passé le plan sanitaire, qui est effectivement une population très jeune, avec sûrement d'autres facteurs qu'on ne comprend pas encore, mais sur le plan commercial et économique, je pense qu'il y a le pays est tout à fait capable d'encaisser un petit repli puisqu'il n'y a pas cette interconnexion internationale qu'on verrait déjà par exemple en Asie qui depuis très longtemps est très connectée. Donc je pense que l'impact a été beaucoup moindre à cause de ces facteurs-là. Vous accompagnez pas que des entreprises françaises. Enfin, je sais pas combien d'entreprises vous accompagnez par an liées ici en Éthiopie. Alors, si on compte les accompagnements en investissement, on est actuellement sur trois fusions-acquisitions. On a enregistré un peu moins d'une dizaine de sociétés en 12 mois sur le territoire. On accompagne sur le développement. On accompagne des gens comme Canal+, et d'autres sociétés françaises. Mais on accompagne aussi des Européens de manière générale. D'accord. Et alors, vu de votre côté, l'intérêt des Français par rapport aux Européens, parce que les Français, on n'est pas si nombreux que ça, si j'ai bien compris, quand même, en Éthiopie. Enfin, on a tort, les autres font mieux que nous, ou pas? Mais en fait, il y a pas. Comme c'est un territoire qui est resté un peu vierge d'occupation, même malgré un passage italien d'occupation, comme un peu on pourrait comparer à l'histoire française pendant 5 ans d'occupation étrangère militaire. On n'a pas. Les Européens sont pas extrêmement. Même il n'y a pas d'implantation étrangère très très développée. Les Chinois ont pris beaucoup de terrain à une époque, mais ils ne sont pas les favoris des Éthiopiens non plus, parce que les Éthiopiens ont un très gros bagage culturel et ils demandent le respect de ce bagage culturel-là. Et c'est là, je pense que là, les Européens sont déjà beaucoup mieux placés, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose entre les Français, et c'est pas pour rien qu'il y a des histoires de personnes entre les chefs d'État. Hein. Il y a une vraie connexion, c'est pas pour rien que je suis là non plus, et c'est pas pour rien qu'il y a une communauté française qui est implantée, mine de rien, qui est pas très grande, mais qui est implantée depuis très longtemps. Il y a des gens qui restent et qui vivent et qui décèdent et qui restent en Éthiopie. C'est vraiment un pays attachant, qui a un bagage culturel très fort, qui nous attire et qui a une histoire commune hein, qui remonte depuis Louis XIV, si vous voulez lire un peu des ouvrages romancés, mais très intéressants. Mais De Gaulle avec Haïlé Sélassié, le passage des troupes françaises militaires en Afrique par l'Éthiopie, on a été là, on a toujours été là et on a cette relation forte. Et l'empereur jusqu'en 74, qui est décédé donc dans 74-75, il était francophone par amour du français, pas par force. Donc voilà, donc il y a toute cette relation-là. Maintenant, c'est loin, il y a eu beaucoup de temps qui est passé entre-temps, mais il y a des affinités culturelles qu'on peut retrouver, moi que je ressens au quotidien en fait. Hein. Merci, messieurs. Thibaut, peut-être un mot de conclusion. D'abord, merci d'avoir témoigné. Je pense que les conseillers du commerce extérieur pourront certainement aussi accueillir quelques entreprises françaises qui vous donner des conseils. Il y a des entreprises françaises qui voudraient aussi venir ici, enfin venir en Éthiopie. Petit mot de conclusion, peut-être. Ce que je dirais, c'est peut-être en 3 temps. Il y a une crise là que l'on voit depuis 15 jours et effectivement, on est dans ce contexte, donc on est très vigilant et on va regarder comment tout ça se dénoue. Je pense que l'Éthiopie, pour un investisseur français, ça doit être un des pays qu'il faut garder en tête et je pense être en veille à minima. On est sur un temps long, vraiment long, 2035 peut-être, 2050 sûrement. Ça va prendre du temps, il y a pas mal de barrières assez structurelles. En revanche, comme des pays difficiles hein, pour rentrer, etc., je pense qu'il faut quand même s'implanter. Donc, je disais les 3 P. La présence est essentielle. Venir et rester. Je pense qu'effectivement, ensuite, il y a une question autour de la légitimité aujourd'hui du pouvoir. Donc, ces élections vont être clés sur 2021 et on regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dénouer après ces élections. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Moi, ce qui m'a fait réagir aussi, c'est que
quand Olivier a dit, bah, tiens, il y a des joint ventures en cours avec des, donc ce qui montre que ça bouge, quoi, et que les gens sont en train d'y réfléchir. Et donc, il faut tous qu'on s'en préoccupe un petit peu, mais on restera vigilant, j'ai bien compris, Thibaut. Merci à vous tous, merci à nos auditeurs d'être restés pour cet atelier. Eh ben, nous voilà maintenant pratiquement à la fin des rencontres Africa pour cette journée du 25. Je suis content de terminer par un pays qui soit d'Afrique de l'Est, parce que ce qui montre, quand les rencontres Africa étaient venues au Kenya, pour ceux qui s'en souviennent, c'était en 2017, et sur lequel on avait fait un gros succès au Kenya, parce que je pense qu'on était la plus grosse délégation qu'il y ait jamais eu au Kenya d'entreprises françaises, parce qu'on était plus de 180, je crois, entreprises françaises sur place, donc c'était quand même beaucoup. Donc, ce qui montre qu'il faut qu'on aille aussi certainement en Éthiopie. Voilà, merci à vous tous, à très très bientôt.